Percer dans l'industrie des arts et du divertissement est un parcours unique à chacun, mais c'est l'amour de la musique et de la culture qui les relie. Voici les histoires inédites de professionnels noirs du divertissement les plus éminents au Canada qui se sont lancés dans une industrie qui ne dort jamais. Je suis Tracy et vous êtes à l'écoute du balado Amplify d'Advance Canada. Si les obstacles sont un sujet récurrent dans le monde du showbiz, les accomplissements le sont tout autant. Barbara se remémore du moment lorsqu'elle travaille sous l'aisselle d'une de ses idoles de jeunesse. J'ai toujours été inspirée par... Une des personnes qui m'a inspirée à faire de la télé, c'était Michaël Jean. Parce que c'est ça, c'était une des rares... J'ai jamais voulu être journaliste en tant que telle, là, mais c'était quand même une des rares femmes noires que tu voyais à la télé haïtienne, belle, éloquente. Puis j'étais comme, oh, wow, t'as Radio-Canada, c'est amazing. Puis là, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé justement en Ontario, de travailler avec elle, de travailler pour sa fondation. J'ai animé 2 de ses événements. Puis j'étais comme... On était dans une salle à un moment donné, dans une salle qui est réservée aux ministres, là, parce que tu sais, elle était gouverneur général, donc elle avait accès à des affaires. Puis là, j'étais dans la salle, puis j'étais comme... Je respire le même air que Michaël. Genre, j'étais petite, je la voyais à la télévision, puis j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe, là? Puis super gentille, puis super... ça me donnait des conseils, elle me parlait, comme, tu sais, continue le travail et tout. Puis je me rappelle, la soirée terminée, j'étais dans l'ascenseur, je me suis mis à pleurer. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, regarde ma vie, toutes les choses que j'ai faites, puis je la voyais à la télé, puis je travaille pour elle aujourd'hui. La carrière de Steve, elle, prend une toute autre tournure lorsqu'il reçoit l'appel d'une vie qui fait catapulter sa trajectoire de danseur. Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui te contacte et dit oui, on aimerait ça que tu fasses la chorégraphie pour Marie-Mé. Je sais c'est qui Marie-Mé, ça tombe pas vraiment dans mes... on va dire dans les normes de qu'est-ce que j'écoute. Mais je dis pas trop. Puis là, ça va être au Centre Bell. Ah, j'ai toujours voulu chorégraphier quelque chose pour le Centre Bell. C'est le fun, ça va être le fun. Mais là, tu penses que ça va être petit. Non, c'est genre une dizaine de spectacles au Centre Bell, genre 12 000 personnes. T'es comme, what the... C'est à Marie-Mé. OK, oh my God. Puis là finalement, tu as des chorégraphies sur la scène du Centre Bell. Puis là, le directeur artistique pour Marie-Mé, quelqu'un que j'ai déjà travaillé avec, il a décidé de me signer en tant qu'artiste pour me représenter. Puis ça, c'était genre une des meilleures choix que j'ai fait de ma vie. Parce qu'à partir de ce point-là, mais là, tout à coup, la prochaine étape, c'est écrire un texto à quelqu'un. La personne dit oui. Là, j'ai une entrevue. Là, je suis en train de chorégraphier pour la voix. OK. Bon, là, je suis en train de chorégraphier pour la voix. Là, les gens aiment qu'est-ce que je fais sur la voix. Là, tout à coup, je me fais contacter pour chorégraphier pour Cirque du Soleil. Là, tu es comme, OK, je vais aller chorégraphier pour Cirque du Soleil. Là, tout à coup, Luther Brown, il m'appelle pour aller travailler avec lui à Toronto pour Cirque du Soleil. Alors là, je fais ça. Là, je reviens à Montréal. Là, je me fais contacter pour faire la conception. Pour faire la conception, mise en scène, direction artistique et chorégraphie pour the NBA All-Star Game en 2016 à Toronto. Quoi? Alors là, tout à coup, tu sais, pour ceux qui savent c'est quoi les NBA All-Star Games, ouais. Puis la première fois, c'est au Canada. Puis là, t'es dans ta loge. Puis là, il y a un corridor, genre 4 pieds de large. Puis l'autre loge qui est juste là. Puis t'es comme, oh, hi Drake. Oh, Sting. Oh, hi Sting. Oh, every basketball player ever. It's amazing. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on dirait à partir de ce point-là, quand j'ai signé avec mon agent ici au Québec, ça a été genre de boule de neige, genre une chose après une autre. Puis là, c'est ça. It was like being strapped to a rocket. T'es comme tout à coup. Pour Malik, avoir été le pionnier d'un show de rap télévisé représente un moment incroyable qui reste gravé dans sa mémoire et dont il est fier. J'ai un de mes amis de mon quartier qui m'avait dit « Hey, il y a un de mes amis qui me parle d'un projet, d'un truc vraiment fly qu'il veut faire. » Puis je suis comme « OK, c'est quoi? » Il dit « C'est comme
c'est comme une ligue de freestyle. Je suis comme, OK, cool, ça a l'air intéressant. Fait que là, j'ai rencontré la personne qui était à l'origine de ce projet-là. C'est un gars qui travaillait à Musique Plus back in the days. Puis, il me présente son projet, mais c'est vraiment encore embryonnaire. Il était comme, j'ai eu l'idée de faire une ligue de freestyle, mais en incorporant l'improvisation comme de comédie, genre, LNI, dans le fond. Donc, j'étais comme, OK, ça pourrait se faire, mais là, il faut comme inventer des jeux pour que ça soit fly. Là. Tu peux pas juste faire du acting. Il faut vraiment que tu aies des jeux précis. Fait que là, on a commencé à monter une douzaine de jeux. Puis c'était avec des rappers puis des breakdancers. Puis c'était pour, en fait, faire un show de télé, dans le fond. Fait qu'on a Musique Plus, on a fait un pitch, puis là, ils nous ont financé notre premier pilote. Mais pour faire ça, il fallait entraîner les rappers à être capables. Parce que c'est pas juste freestyle, il faut que tu freestyle, mais avec, mettons, un des jeux qu'on avait, ça s'appelait Schizophrène. Fait que là, t'avais... quand tu faisais le jeu Schizophrène, il fallait que tu fasses, mettons, un voleur puis un policier. Fait que là, c'est ça. Mettons, ça, c'est le thème. Voleur puis policier. Fait qu'il rappe. Puis là, le DJ scratchait. Puis là, il fallait qu'il change de personnage. Fait que... puis c'était deux équipes qui s'affrontaient. Puis c'est le public qui votait. Puis on avait des jeux pour des breakdancers aussi. Puis tout. Donc, c'est comme... C'est tout thématique. Ça nous a pris 6 mois. On se pratiquait à toutes les semaines. Puis on a monté ça. On a fait le pilote à Musique Plus. Et c'était vraiment fly. Musique Plus, c'était comme, on n'est pas prêt à vous offrir un show direct, mais faites vos shows, faites des spectacles, filmez tout, puis ensuite, vendez-nous le show. Fait que là, c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on a filmé tout avec des cranes, là, comme une grosse production. On a fait des shows à la SAT, on a fait 6 shows. Puis là, les gens ils commençaient à nous entendre parler. Tu sais, chaque équipe était constituée de 2 rappeurs, un en anglais, un en français, puis 2 breakdancers. Puis ils avaient chacun des commanditaires. Puis là, au début, c'était tout Montréal. Et après, on s'est dit, ben non, mais nous, on veut faire ça mondial. Là. Genre, on veut... Notre rêve, c'était de chaque pays ait son équipe. Là. Et que là, ce qu'on a fait, on a commencé à faire Montréal. On a développé un peu dans les villes extérieures. Fait qu'on est allé à Trois-Rivières faire des shows à Québec, tout ça. Ça a bien marché. Dans ce temps-là, on était partout dans les nouvelles Radio-Canada. T'sais. Avec une longue liste d'accolades, Morija sait que le nom qu'il porte a une place et une signification dans l'histoire des arts d'ici grâce au travail exceptionnel qu'il a accompli jusqu'à présent. Mine de rien, je suis quand même je suis artiste en art visuel au Canada. J'ai eu le prix Sobi en 2021, si je me trompe, en 2020 ou 2021, je ne me rappelle même plus. Je suis quand même je suis dans les collections du Musée des Beaux-Arts du Québec, je suis dans les collections du Musée des Beaux-Arts du Canada, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée d'art contemporain de Montréal. Je suis dans les grandes collections d'entreprises, RBC, Banque nationale. En fait, je pense que j'ai quand même réussi. Je dis souvent en rigolant, l'argent pour lequel j'ai payé mon immigration, j'ai quand même eu retour à l'investissement, en fait. Parce que quand tu immigres, tu mets de l'argent. Je pense que j'ai quand même réussi une étape, en fait. Et puis d'être fier, parce que pour moi, c'est important. Le nom, en général, je pense que pour tous les gens qui viennent des pays, disons... Non, je veux dire pour les gens qui pensent que le nom, c'est important. Moi, je porte un nom. Mon nom, c'est Kitenge. Banza, c'est le nom de mon père, de mon grand-père paternel. J'ai comme aussi, en tant que fils aîné, mes parents te disent, il faut toujours que tu fasses la fierté du nom que tu portes. Donc, pour moi, de me dire que dans 100 ans, souvent je dis cette phrase, je dis dans 100 ans, même si, à moins qu'il tout le monde soit raciste et méchant et horrible, même s'il y a une personne qui est gentille, dans un musée, il y aura dans une collection ici une œuvre avec le nom d'un Kitenge. Pour moi, c'est comme si j'ai mis un drapeau, tu sais, le drapeau que le colon venait mettre quand il avait un territoire. Pour moi, faire ça, être dans ces institutions, c'est comme si j'avais mis un drapeau, en fait. Donc, je suis venu dans ce pays, j'ai mis un drapeau, en fait. Mon travail est présent
à certains endroits. Dans mon travail d'artiste, je pose des questionnements qui sont liés, oui, à mon expérience, mais l'expérience qui peut être retrouvée chez beaucoup de personnes de différentes communautés noires ou d'autres personnes aussi qui ne sont pas noires. Donc, je pose une réflexion et je m'inscris dans l'histoire de l'art québécois ou canadien. C'est-à-dire que si quelqu'un est vraiment sympathique, s'il fait un livre sur l'histoire de l'art du Québec, il va quand même mettre mon nom dedans. À moins qu'il soit vraiment méchant et qu'il ne veuille pas de moi. Mais s'il est vraiment honnête, il est obligé de mettre mon nom dedans, en fait. Travailler pour des politiciens, vivre un revirement de carrière soudain ou rencontrer les plus grandes stars de l'industrie sont tous des étampes de carrière. Est-ce que ce sont des signes de réussite? Oh my God, est-ce que Steve Bolton a réussi? I can't believe I'm actually even having this conversation right now. Give me 1 second. Pour Steve, la réussite, c'est aussi d'être capable de maintenir ce succès et d'en tirer des leçons à chaque défi. C'est à 45 ans, il me reste encore énormément de temps, j'espère, pour continuer dans ce milieu-là, dans différents aspects du domaine. Ça veut dire que si tu arrêtes, puis tu décides de prendre ça un peu plus relax, puis pas de pousser, pas essayer de te démarquer, pas essayer d'innover, bien, il va y avoir d'autres personnes qui vont le faire à ta place. Barbara dit qu'elle n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée. Je sais pas, I don't know if I made it yet. I want my show. I want to be like an Oprah. Je veux ma plateforme, média. J'aimerais ça produire des gens. J'aimerais ça mentorer des jeunes filles ou des programmes de production. So, I don't know if I made it yet. I'm living okay. But non, je pense pas que je me vois là. J'aimerais ça avoir vraiment ma plateforme un jour. Donc, je suis pas encore là. J'ai encore du chemin à faire. J'ai encore des croûtes à manger. Ouais. Malik a su explorer plusieurs de ses talents au courant de sa carrière. Son plus grand accomplissement, prendre part à un établissement incontournable qui impacte le milieu culturel québécois aux côtés de pairs passionnés. Je suis encore DJ. J'ai fait presque 20 ans de carrière. Puis là, je veux dire, en 2015, je vivais de juste DJ. Là. Je mixais 3-4 heures semaine. Ben, c'est pas vrai, là, j'étais bartender aussi, là, un peu. Mais j'ai gagné bien ma vie, tout était parfait, puis j'avais moins de responsabilités que d'organisateur de show, tout ça. Mais, genre, la journée, j'étais tout seul chez moi tout le temps. Puis je trouvais ça quand même difficile. Tu sais, je me disais, est-ce que je vais être DJ dans des clubs toute ma vie, genre des clubs dans le Vieux-Montréal ou whatever. Je suis comme, tu sais, j'aimerais ça faire plus de trucs. Fait que j'ai commencé à produire aussi. Mais c'était isolé, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai eu une opportunité. Il y a un de mes amis qui m'a demandé si je voulais participer à un projet, être promoteur pour un projet. Puis le projet, c'était Art Gang Montréal. C'est comme un truc de... C'est une salle. Et à l'époque, c'était plus comme une galerie d'art qu'on voulait faire des parties, tout ça. Puis il y avait le volet immobilier là-dedans. Moi, j'étais comme... J'avais pas l'argent pour investir, mais j'avais du temps. Puis j'étais comme, OK, je suis down, mais moi, j'ai pas envie d'être un employé. Fait que, genre, j'offre mon temps pendant 2 ans en échange de parts immobilières. Fait que là, j'ai fait ça à temps plein. Puis ça, je pense que c'était un pivotal moment dans ma vie. C'est beaucoup de sacrifices, là, aussi. Fait que c'est comme... Je sais pas si c'est positif ou négatif. Au final, on verra à la fin de ma vie, là, mais je veux dire, pour le moment, c'était comme... C'est ça qui a fait propulser mes trucs, je pense, comme au niveau de ma carrière, I guess. Puis, c'est ça, je suis un des copropriétaires de Art Gang Plaza. Puis c'est un projet qui demande tout mon temps. Puis la différence avec être tout seul chez toi, ben c'était comme un projet collectif. Il y a d'autres gens, tu sais. Puis c'est aussi comme plus un tremplin pour la scène, tu sais. Genre, on a utilisé cette plateforme-là pour être comme un peu un creative hub pendant des périodes de temps. Après, tu sais, c'est sûr que c'est une business et il faut le runner quand même d'une manière pour que ça soit... j'allais faire un anglicisme aussi, sustainable. Il y a beaucoup de défis, c'est super difficile.
Mais j'ose croire que c'est quelque chose, tu sais, qu'on amène quelque chose de différent à Montréal. Puis c'est ça. Je pense que c'est ça. Pour Morija, peu importe la reconnaissance qu'il recevra, la leçon qu'il retient est celle-ci. Morija, ça veut dire quoi? Mes parents m'ont donné ce nom-là parce qu'ils l'ont eu dans la Bible. C'est la montagne où Abraham devait sacrifier son fils Isaac. En hébreu, c'est le mont Moria. Donc, c'est mes parents qui m'ont donné ce nom-là. Donc, Kitenge, c'est le nom de mon père. Banza, c'est le nom de mon grand-père. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Donc, avec mon nom, je sais que je suis digne. Peu importe ce que je veux faire, je porte ce nom-là, c'est comme ça. Ça, c'est la façon que j'ai trouvé, moi, de me dire, quand ça va pas, je vais aller faire tout ce que je peux faire. En fait, j'ai pas honte. Et ça, mes parents nous ont toujours dit ça, de ne jamais avoir honte de qui on est, en fait. Même, et ça, c'est quand on avait eu, pendant un moment donné de la période de ma vie, quand j'étais plus jeune, mon père n'avait plus de travail. Et tu sais, même des fois, quand je dis ça à mes cousins, ils me disent, mais non, c'est pas vrai, l'oncle aurait pu venir nous voir, nous parler. Mais comme je dis, moi, je sais c'est quoi manger une fois dans la journée. Et je sais c'est quoi manger dans un palace. Mais si je dis ça aux gens, ils vont pas croire. Je sais c'est quoi aller vendre dans un marché du papier pour manger. Je sais c'est, enfin, je sais je connais les réalités. En fait, ça, du coup, ça me fait sentir de dire, je suis fier de moi, j'ai un nom, ça me rappelle à chaque fois qui je suis. Et après, le reste, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, en fait, j'ai trouvé comme me faire des carapaces pour moins souffrir. C'est en me disant, si ça marche, je profite à fond que ça marche, je fais profiter à tous ceux qui sont autour de moi, intelligemment, parce qu'il ne faut pas non plus que ça marche pas, il faut que je reste là. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, on va trouver autre chose qui va faire, on va trouver un autre moyen de vivre ou d'exister, en fait. Le succès amène joie et épanouissement, mais aussi des leçons qui nous marquent et que l'on partage au prochain. Malik a vite réalisé, suite à un événement tragique, qu'il est important de chercher à garder un équilibre sain. Je pense que c'est ça la plus grosse leçon, c'est de savoir qu'on a une limite, puis que dans le fond, c'est super bien faire des projets, tout ça, mais il y a d'autres choses aussi. Là, moi, je pense que j'ai beaucoup, tu sais, même si je suis comme, mettons, assez critique de la société occidentale, mes parents m'ont beaucoup inculqué la valeur du travail, tu sais, dans la vie, fait que j'ai beaucoup surtravaillé. Puis dans les dernières années, j'ai perdu mon meilleur ami en 2017. Puis j'ai eu un gros choc dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris, j'ai réalisé à quel point on fait des sacrifices dans la vie. Puis lui aussi, c'est un gros workaholic. Puis, tu sais, en 2016, j'ai fait un autre burn-out. Puis j'étais comme, mais je peux pas continuer comme ça. Comme, t'as besoin de bien t'enraciner puis d'avoir comme un bon surrounding pour pouvoir comme rester comme, tu sais, comme pour pouvoir rester balancé dans la vie puis avoir, tu sais, pouvoir rester dans ton bonheur, tu sais. Parce que des fois, tu peux te perdre dans genre un truc, tu sais. Puis c'est ça. Le travail, c'est une belle valeur, mais il faut aussi être capable de step back puis d'être comme, check, comme il n'y a pas juste ça. Parce que sinon, c'est bien, tu peux faire 90 heures semaine, mais après, il y a tout ça que tu manques, tu sais. Barbara a su se faire confiance et prendre une décision cruciale. Elle décide de faire les sacrifices nécessaires pour en apprendre davantage et amener sa carrière à un autre niveau. Je me suis toujours dit dans la vie que je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas me réveiller puis me dire « et si j'avais? What if? » Tu sais, je m'étais dit « je vais faire le cours. Ça marche pas, au moins je sais que j'aurais essayé puis j'ai tout donné. » Donc, moi, au fait, c'est ça dans ma vie, là, je ne veux pas me réveiller puis me dire que j'aurais dû si j'avais fait ça. Donc, c'est ça, c'était de se dire « OK, c'est now or never. » Effectivement, je suis rentrée dans le domaine assez tard, là, j'avais comme 27 ans, 27, 28 ans, là. Donc, tu sais, d'après moi, c'est tard, là, d'être dans le milieu. Mais je me suis dit, regarde, c'est now or never. Si ça marche pas, au moins, j'ai ma job, j'ai un bac en RH, je veux continuer mon travail. Puis regarde, là, tu sais, j'ai pris... j'étais allée dedans, puis finalement, ça
ça a ouvert des portes plus que je suis plus épanouie aujourd'hui là, que je pense que je l'aurais été. Steve réalise qu'il ne faut pas sous-estimer l'apport de nouvelles connaissances, et ce, à n'importe quel stade d'une carrière. C'est certain, quand j'ai commencé mon école de danse, je pense que j'étais un peu trop jeune pour réaliser qu'il y en avait encore beaucoup plus que j'aurais dû apprendre. Mais en même temps, je croyais que j'avais assez à enseigner à d'autres. Puis effectivement, oui, chorégraphiquement, danse, tout ce qui était danse, tout ce qui est chorégraphie, oui. C'est ça, c'est une autre affaire, mais il y a beaucoup plus en arrière de tout ça. Un de mes amis, il dit tout le temps, always a student, never a master. Je le dis en anglais parce que je pense que je ne suis pas assez apte pour le traduire. Mais ma mentalité à ce temps-là, c'est comme, non, je pense que j'ai maîtrisé beaucoup de choses dans mon style de danse, dans mon approche envers la danse, que je suis prêt pour l'enseigner à d'autres. Je suis prêt pour le partager avec d'autres. Sauf que, effectivement, avec du recul, l'arrogance de la jeunesse, l'ignorance de la jeunesse, effectivement, il y a d'autres trucs que j'aurais pu apprendre avant de juste me lancer dans ouvrir une école de danse. Si une chose est à retenir, selon Malik, c'est que les générations futures devront, à leur tour, se créer de vrais ponts entre eux. Avant, il y avait des soirées qui s'appelaient Art Beat. Puis lui, il sortait de ça. Mais tu sais, il y avait High Classified, Dappy, il y avait tellement de, tu sais, Vince Carter, tu sais, tellement d'artistes. C'était bouillonnant. Puis comme au final, ils sont tous devenus vraiment populaires. Puis tu sais, s'il y avait encore ce genre d'événement-là, je trouverais ça magique parce que c'est comme... Ça permet justement la rencontre entre tout le monde, la rencontre entre les jeunes, les vieux. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis je pense que dans le monde, tu as ça, mais pas partout, mais dans certaines places dans le monde, tu as ça. J'aimerais ça voir des gens de 40 ans qui sortent comme régulièrement. Je ne veux pas arriver dans un spot, puis c'est juste du monde de 20 ans. Comme à un moment donné, ça fait que on perd la connexion, puis on connaît moins notre histoire. On connaît moins, on a de la misère à se relayer l'histoire, puis se relayer notre expérience. Fait que ce que ça fait, c'est que les DJ, ben, si tout le monde arrête de mixer parce que là, j'ai 30 ans, puis c'est plus le temps, ben, ils ont pas de role model, là. Ils s'en foutent, là. Fait qu'ils continuent à mixer, puis ils mixent n'importe comment, tu sais. Ils vont pas raconter une histoire en mixant. C'est la même chose pour des rappeurs, tu sais. Sur qui ils vont se tourner? Ils vont se tourner sur des rappeurs américains, c'est ça. Fait que on va perdre notre authenticité s'il n'y a pas cette scène où il y a des jeunes de 20 ans qui sont les bienvenus, ou même de 16-18 ans qui sont les bienvenus, autant que des vieux de la vieille comme moi ou d'autres qui sont encore plus vieux. Moi, je connais je connais des vétérans back then qui sont encore un peu, qui gravitent encore autour de la scène. Il y a un b-boy que je connais, il est proche de la soixantaine. Là, je connais des DJ qui ont comme dans 50-60 ans. Et ces gens-là, il faut être capable de les connecter ensemble. Fait que moi, ça serait ça mon souhait. Là. C'est un mélange de tout ça. Là. À son tour, Morija renchérit sur l'importance de laisser une trace pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Quand j'étais plus jeune en Afrique, je disais à mes parents, mais pourquoi nous, on n'a pas des entreprises au Congo qui sont depuis 1800 Ils disaient, oh, mais ça, c'est des entreprises. Mais avec le temps, je me rends compte, mais en 1800, on ne pouvait pas avoir une entreprise parce qu'on était en train de se faire couillonner par les autres. Et donc, comment est-ce que tu rattrapes ce temps-là? Comment est-ce que tu laisses une trace pour que les gens qui viennent après n'aient pas à recommencer à zéro, en fait? Et c'est aussi ça les questionnements que j'ai avec beaucoup d'amis, c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui je fais qu'avec mon enfant, que je laisse des possibilités, même si elle n'est pas multimilliardaire, mais qu'elle n'ait pas à recommencer, parce qu'on reprend souvent les parcours. Moi, j'aurais voulu, quand je suis arrivé en France, qu'on me donne beaucoup de skills en disant fais attention à ceci, tu vas voir. Mais j'ai pas eu ça en fait. Mais aujourd'hui, comment est-ce que moi je fais pour que c'est les jeunes qui veulent faire de l'art visuel? Qu'est-ce que je leur dis quand tu auras, parce que tu es noir, regarde ce que tu auras à vivre aussi. Parce que tu es une femme noire, regarde ce que tu auras à vivre parce que tu es dans tel domaine.
pour que les gens n'aient pas à reprendre. Parce qu'on reprend tout le temps. Les gens ne nous partagent pas ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est un de mes questionnements en disant, comment est-ce que je fais ça? De ma petite expérience, comment est-ce que je partage ça avec les autres pour qu'ils n'aient pas à reprendre? S'ils prennent ce chemin-là, ils ne vont pas se dire qu'ils reprennent, ils vont y aller en disant, ah, peut-être que là, il y a un feu rouge, je veux freiner, il faut que je tourne à gauche. Peut-être qu'ils vont faire des erreurs, tant mieux, mais au moins, ils auront eu une petite information, en fait. Qui dit leçon dit conseil. Steve et Barbara auraient le message suivant à passer. Ne dis jamais que c'est pas possible. Puis crois jamais aux personnes qui disent que c'est pas possible. Fais-toi confiance, tu sais. Trust yourself, puis go. Il existe un monde immense de pionniers et de personnalités qui forgent la scène telle qu'on la connaît aujourd'hui. En nous partageant leur montréalité, Steve, Barbara, Malik et Morija nous révèlent l'essentiel d'une aventure unique qui encourage à ceux qui l'aspirent à prendre le monde du show business d'assaut. C'était Tracy et vous avez écouté le balado Amplify d'Advance Canada.